Bonjour, ici Perrine Grua. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux pionniers de la transition écologique et solidaire. Pourquoi ce nom Canary Call ? Eh bien, dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. De nos jours, les canaris sont observés par les chercheurs en tant qu'indicateur environnemental. Ce petit oiseau a la faculté de détecter des dangers environnementaux proches, l'amenant à fuir son habitat naturel. Ainsi, ils permettent aux scientifiques d'anticiper de potentielles catastrophes. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre de ces pionnières et de ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Résolument optimiste, je crois en la puissance des individus qui osent essayer. Je suis convaincue que le déclic viendra de ces drôles d'oiseaux passionnés, curieux et pédagogues, avides d'impact, et qui sauront convaincre plus que contraindre, jouer collectif plus que briller. Apprendre en faisant aujourd'hui, plus que d'attendre un plan parfait demain. À travers ces entretiens, vous allez faire la connaissance de ces femmes et de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. La conduite de ce virage peut bénéficier de l'expérience des entreprises qui ont réussi leur transformation digitale. Leur point commun est d'avoir su mobiliser tous les métiers et tous leurs échelons en s'appuyant sur leurs pionniers. Ces femmes et ces hommes qui ont su ouvrir la voie pour engager ensuite le plus grand nombre grâce à leurs aptitudes personnelles. C'est pour cette raison que j'ai eu très envie de vous faire rencontrer Perrine Corvézier. Elle a mené avec succès plusieurs projets de transformation digitale d'entreprise. Vous allez pouvoir découvrir comment elle a réussi à incarner le changement visé, apprendre et transmettre constamment, contaminer peu à peu toute l'entreprise, activer tout l'écosystème pour inventer de nouveaux business models. Vous allez également comprendre comment elle se mobilise au quotidien au service des objectifs de développement durable 4 et 5 parmi les 17 fixés par l'ONU. Elle s'engage pour l'égalité entre les sexes et l'accès à l'éducation. Eh bien, bonjour Perrine. Bonjour Perrine. Je suis absolument ravie de t'accueillir aujourd'hui, et pas seulement parce que nous portons le même prénom. Nous nous sommes connus quand je dirigeais une agence de recrutement dans le digital, Aquent, et en effet, je te considère vraiment comme une pionnière de la transformation digitale. Aujourd'hui, tu restes une actrice du changement dans les entreprises, mais ton activité a pivoté. Peux-tu nous préciser quels sont tes sujets actuels ? Alors, après avoir mené effectivement 20 ans pratiquement de transformation liée au digital, l'innovation, etc., je me suis rendu compte avant la fin des 20 ans, je vous rassure, que en fait, quand on réussissait cette transformation, c'est qu'on s'appuyait vraiment sur les équipes et pas juste sur la techno, l'organisation. Et que les équipes mettaient en œuvre et s'appuyaient sur leurs soft skills, leurs compétences comportementales. Et j'ai fondé avec une associée qui s'appelle Amélie Dag, un cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les entreprises sur ces sujets-là pour les aider à faire développer les compétences comportementales de leurs équipes qui sont par exemple la collaboration ou l'audace ou la créativité, la curiosité, l'agilité, tous ces mots-là. Donc, je travaille sur les soft skills maintenant. Et quelle est la réalisation, le projet de transformation dont tu es la plus fière ? Alors, je pense que c'est celui qui a été le plus long. J'ai travaillé pendant 7 ans chez Hermès, entre 2007 et 2014.
Hermès, c'est une marque qui a 150 ans au moins, qui allait très 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 bien quand je suis arrivée, qui avait peut-être une petite image un peu versaillaise ou un peu vieillotte dans certains cas, mais en même temps, d'un point de vue business, ça marchait très bien, et ça se développait comme il fallait. Et on m'a donné pour mission euh, de la secouer par le digital. Et au début, c'était une mission. En fait, j'ai remplacé quelqu'un qui avait pas fini sa période d'essai. Ça c'est voilà, je suis arrivée un peu comme ça, presque comme un cheveu sur la soupe. Et je suis partie 7 ans plus tard avec vraiment le sentiment d'avoir mis dans la maison Hermès plein de nouveaux canaux qui lui permettaient de s'exprimer. Donc je l'ai pas révolutionné, je l'ai pas transformé, j'ai pas ubérisé Hermès. Je lui ai juste donné les moyens de continuer à se développer dans le monde dans lequel cette maison vivait et s'épanouissait. Donc j'avais développé l'e-commerce, j'avais développé la présence sur les réseaux sociaux, j'avais développé la communication, j'avais mis des chiffres en face des résultats, etc. Donc voilà, ce qu'on fait dans une transformation digitale, en fait, j'avais vraiment l'impression d'avoir été pertinente. Et ma réussite, c'est que ça s'incorporait vraiment bien dans l'ADN de la marque, et que c'était pas une verrue sur une maison pour 50 ans. C'était vraiment voilà, donner une deuxième jeunesse à cette maison, voilà, comme à 45 ans, les femmes aussi se réépanouissent, voilà. Et quelle leçon, quel enseignement tu as tiré de cette expérience que tu appliques aujourd'hui dans ton activité? Euh, alors encore une fois, ce que je reparlerai des soft skills, c'est-à-dire que oui, j'ai choisi avec des gros appels d'offres, des technologies, des outils. Oui, j'ai fait appel à des gros cabinets de conseil pour m'aider à définir parfois une stratégie ou un moyen de la mettre en œuvre. Ce qui a marché, c'était la composition de mon équipe euh, que j'avais choisi et composée au fil des années avec des personnes hyper agiles. Et pas agiles dans la méthode agile théorique, mais vraiment qui étaient flexibles. Et moi, ce que j'aimais beaucoup faire avec mon équipe, c'était la remodeler tous les 6 mois. Le monde change, le monde changeait. Euh, et tous les 6 mois, on avait un nouveau terrain de jeu. Et c'était super de voir mon équipe redéfinir le terrain de jeu d'elle-même, et puis redéfinir leur propre rôle. Et encore une fois, il restait pertinent. Et c'est ça que je trouvais fabuleux, et c'est ça qui a vraiment réussi à nous amener aussi loin que ce qu'on a fait, parce que c'était mes équipes qui étaient quand même experts dans leur sujet. J'avais des équipes qui étaient plutôt experts techniques, d'autres plutôt experts fonctionnels, d'autres plutôt fans de chiffres, d'autres plutôt fans d'images, de créa, etc. Et c'est eux qui détectaient les signaux faibles, c'est eux qui avaient un terrain pour s'exprimer régulièrement, pour proposer des projets, et proposer aussi de changer de rôle et de se changer, de s'adapter. Donc je me souviens très bien d'une personne qui gérait des campagnes emailing, par exemple, et puis qui un jour a dit là je vous apporte plein de chiffres sur les données, je voudrais travailler sur un méga rapport automatisé qui donnerait à l'ensemble de la communauté digitale d'Hermès accès à nos résultats en temps réel. C'était un super projet, c'est une super idée, et en fait, c'était exactement le moment où on commençait à parler de data, de big data, etc. Donc ça, c'est le premier point qui a été important. Le deuxième point, il y en a plein, hein, c'était aussi de se dire qu'on a commencé un peu en vase clos, en silo, et que j'ai réalisé assez vite quand même que ça n'allait pas pouvoir prendre cette transformation si on n'allait pas impliquer, et vraiment de l'intérieur, l'ensemble des intervenants et des parties prenantes. Je m'explique avec un exemple. Je me souviens d'avoir fait la queue chez Hermès au Faubourg, rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le flagship. J'allais faire mes courses perso pour Noël, je pense. Et je faisais la queue, et j'entends une des vendeuses d'Hermès qui dit ah ben non, mais ça, si vous l'avez vu sur internet, c'est forcément du faux.
Et c'est à l'époque où on lançait le site e-commerce en France et en fait, je me suis rendu compte que cette vendeuse-là, elle n'avait pas du tout conscience que Hermès vendait en ligne et elle allait même décrier nos actions et lutter contre, etc. Enfin, elle répandait des fausses rumeurs. Et je me suis dit, en fait, si on va pas expliquer à l'ensemble des vendeurs ce que ça va leur apporter à eux et ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça marche, etc., on va pas y arriver. Donc là, je me suis lancée dans une campagne de lobbying interne, de communication interne et d'inclusion de l'ensemble des personnes pour très vite que ça soit un projet transversal. Alors mes équipes au début c'était un peu dur pour elles parce qu'elles avaient l'impression de perdre du pouvoir, mais elles se sont rendues compte que leur pouvoir, finalement elles allaient le gagner dans l'influence et elles ont changé aussi leur état d'esprit très vite pour partir à la conquête de l'ensemble des communautés Hermès, que ça soit les vendeurs, les différents pays, les différentes fonctions de métier, pour les aider à impulser cet élan digital, cette transformation dans chacun de leurs métiers, dans chacun de leur quotidien. Et puis ensuite, il a fallu mettre un peu des règles et des process pour que ça parte pas dans tous les sens, mais ça a été un élément très important. Voilà. Donc c'est peut-être le deuxième. Après, si tu veux, j'en ai plein d'autres, mais Tu nous disais tout à l'heure que tu étais arrivé un petit peu comme un cheveu sur la soupe, c'était ton expression. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à passer à l'action sur ces sujets de transformation profonde, finalement? Comment tu as eu le déclic? alors faut revenir avant Hermès. J'ai commencé ma carrière chez Sephora. Et j'ai commencé ma carrière sur les Champs-Élysées en ouvrant le magasin Sephora des Champs-Élysées, donc sur le terrain, au contact des clients, et j'étais en charge du parfum dans ce magasin, donc très concret. J'étais chef de rayon. Mon sujet, c'était pas du tout le digital. Mais dans ce magasin des Champs-Élysées, en 97, le fondateur avait mis des bornes Internet. Et donc, il y avait 8 bornes, donc il y avait 8 ordinateurs sur des socles en verre au fond du magasin, et c'était en libre service pour les clients, et ils pouvaient aller... Alors, honnêtement, je savais pas ce qu'ils pouvaient aller y faire en 97. Mais ce que je voyais, c'est que quand on ouvrait le magasin à 10h, il y avait toujours une queue devant le magasin et qui venait pas acheter des produits de beauté, mais ils couraient au fond du magasin pour s'installer sur les bornes. Et en fait, sans le savoir, mon boss avait ouvert une espèce de web café. Donc on avait ces 8 bornes sur lesquelles les gens se connectaient à des messageries, à des sites, etc. Et j'avais toujours dans un coin de ma tête en me disant c'est quand même hyper intriguant, j'aimerais bien savoir ce qu'ils font. 2 ans plus tard, je suis à San Francisco où Sephora m'a envoyé aider à ouvrir le marché américain et à développer Sephora aux États-Unis et au Japon. Et j'ai assisté un jour j'étais en charge du merchandising, du concept, etc. Et j'ai été invitée à une réunion où on parlait de faire le site internet de Sephora. Et ça a une réunion qui a dû durer 1 heure, où en fait on me demandait mon avis sur une présentation des produits Sephora, voilà, demander mon avis de merchandiser en fait. Et là je me suis dit en fait ils ont carrément raison. Ce monde digital en 99, le digital internet, ça commence à prendre de l'ampleur et on n'allait pas pouvoir se passer et il fallait s'y mettre. Donc en fait j'ai décidé très vite après ça, en rentrant en France, d'arrêter de travailler dans le retail directement. Et j'ai décidé d'aller me former en agence web. Donc j'ai été en agence web en 2000 chez Business Interactive, une petite agence mais qui gagnait plein de super gros comptes. Et j'étais en charge de l'encom. Donc très vite, je me suis dit qu'il fallait s'intéresser à comment fonctionnait cet Internet, parce que de plus en plus de monde allait devoir s'y mettre et passer par là. Ce qui était important pour moi, c'est que j'avais une très bonne connaissance du retail et de l'expérience client et de ce qu'était un vrai client. Et j'ai toujours lutté pour que on puisse retranscrire et se servir de toute la capacité d'Internet pour retranscrire cette expérience client, retail et luxe dans la plupart du temps, parce que c'était ma spécialité, sur Internet. Voilà, donc c'est ça qui m'a mis c'est ça qui m'a motivé, c'était retrouver la pertinence du retail et la superbe expérience du client qui vient en magasin de découvrir ses produits et les acheter, et de retranscrire sur Internet.
Est-ce que j'ai répondu à ta question? Tout à fait. J'imagine que dans ton secteur, vous n'êtes pas très, très nombreux à avoir quitté le chemin tracé à l'intérieur d'un groupe ou du secteur du retail pour aller en agence web. Euh, Comment est-ce que, selon toi, comment est-ce que tu as cultivé cette intuition, cette capacité, cette envie de prendre des risques aussi? Euh, quel est le moteur, en fait, dans tout ça et d'où ça vient? Bon, c'est la curiosité. Moi, je suis curieuse. J'ai toujours été curieuse. J'ai eu la chance quand j'étais petite de voyager, d'habiter à l'étranger avec mes parents, etc. Donc, je pense que je suis habituée à découvrir des nouvelles choses et à m'y habituer assez vite. Et que pour s'y intéresser, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est cette curiosité-là qui m'a clairement poussée. Déjà chez Sephora, j'ai travaillé 4 ans en début de carrière et j'ai eu 8 postes. J'avais 8 missions. J'étais avide de nouvelles expériences professionnelles, et ce qui fait que quand je suis arrivée au bout de 4 ans dans une marque du groupe LVMH, j'avais grimpé plein d'échelons et j'avais eu des missions tellement diverses. Enfin, à un moment donné, j'étais en charge de trouver des nouveaux emplacements en Europe pour les magasins, donc je faisais de l'immobilier. Ensuite, j'ai fait un plan à 3 ans, une coordination de plan à 3 ans, donc j'avais une casquette finance, etc. Donc c'est cette curiosité-là qui m'avait amené à grimper, et je me suis rendu compte qu'il y avait ce monde Internet qui était en train de se développer et qui était en fait en train de m'échapper. Et je pense que je me suis dit, le seul moyen d'y aller, c'est pas juste d'aller lire 4 articles ou d'aller parler à 2 personnes et de les interroger sur leur métier, c'est d'aller mettre les mains dans le cambouis. Moi, je suis rentrée dans le luxe sans rien y connaître et j'ai mis les mains dans le cambouis en étant chef de rayon chez Sephora. C'est en allant sur le terrain aux États-Unis que j'ai compris comment est-ce qu'on pouvait adapter le concept au marché local. Donc je me suis dit, bon, bah faut y aller, donc j'y vais. Alors je prends le risque, peut-être, oui, forcément, j'avais une carrière prometteuse, on va dire, dans le groupe LVMH, et j'ai préféré arriver avec un wagon d'embauche, parce qu'en 2000, c'était facile de se faire embaucher dans les agences web. Je prenais pas, voilà, j'ai pas dû lutter pour rentrer. Toutes les bonnes volontés étaient les bienvenues à l'époque de la bulle. Mais j'ai pris un risque, oui, un risque professionnel. Je me suis toujours dit que de toute façon, tout ce que j'apprendrais serait utile dans un autre contexte, un autre jour, et que le temps passait vite et le monde changeait vite. Donc, de toute façon, on pouvait pas forcément compter sur ce qu'on apprenait, c'était ce qui était notre façon d'apprendre et notre personnalité qui était importante. Tu es parti, si on parle de métier et de compétences, tu es parti, est-ce qu'on pourrait dire que tu es parti apprendre un nouveau métier par rapport à ta première, Ah oui, par rapport à ta première complètement. formation? Bah complètement. En fait, j'ai toujours appris un nouveau métier, mais je pense qu'on apprend toujours un nouveau métier, même dans son propre métier. Forcément, je suis sortie d'une école de commerce et j'ai dû apprendre le métier de chef de rayon, donc la gestion des stocks, la gestion humaine, etc., la gestion d'équipe. Et puis ensuite, je me suis retrouvée dans un magasin pilote, par exemple, où je faisais le même métier, je gérais le magasin, mais j'avais plus de clients. J'avais encore une équipe, mais j'étais en charge du concept, du merchandising, de la couleur de la moquette, du rouge à lèvres et du fonctionnement des caisses et des process merchandising, etc. Bon bref, et en fait, chaque nouveau poste pour moi est un nouveau métier. Et quand je regarde ce que j'ai fait, par exemple, si on vient chez Hermès entre 2007 et 2014, de toute façon, j'ai changé de métier 20 fois. Je suis arrivée, j'avais une équipe de 4-5 personnes, dont des stagiaires, un terrain de jeu, un budget, une responsabilité petite, quoi. Et je suis repartie de chez Hermès 7 ans plus tard avec une gestion d'équipe quotidienne de l'ordre de 50 personnes, avec des intervenants internes, externes, dans tous les sens, avec un terrain de jeu vraiment international, avec je comptais dans le chiffre d'affaires de la maison, là où au début c'était vraiment rikiki et anecdotique. Donc de toute façon, oui, j'ai appris un nouveau métier, j'ai appris
aussi à gérer avec les réseaux sociaux qui n'existaient pas quand j'ai commencé à travailler et qui sont apparus. J'ai commencé avec un terrain de jeu qui était composé d'ordinateurs, puis arrivé le téléphone portable, le mobile, puis arrivé l'iPhone, et puis sont arrivés l'intelligence artificielle, la data. Voilà, il y a eu plein de vagues qui ont complètement bouleversé mon métier, ma façon de faire au quotidien. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu nourris ta curiosité? Tu parlais même d'avidité tout à l'heure. Comment est-ce que tu continues à apprendre? Alors ça, je lis beaucoup de sites, de blogs, de newsletters, j'écoute des émissions, j'écoute beaucoup de podcasts forcément, je pose beaucoup de questions. J'aime comprendre comment les gens travaillent, j'aime comprendre pourquoi ils agissent de cette façon-là. J'aime comprendre, voilà, je pense que c'est un état d'esprit presque normal en fait. J'ai l'impression que mon cerveau aime être nourri, et donc si je ne le nourris pas, alors je me sens molle, je me sens pas complète, entière, etc. Et j'ai aussi conscience que c'est pas du pur intellectuel. De temps en temps, les signaux faibles, ils arrivent sur, je sais pas, quand je regarde mon fil Facebook, c'est en me rendant compte qu'en fait il y a de plus en plus de monde qui parle de ci, qui parle de ça, qui font ça comme ci, qui font ça comme ça. Voilà. Et puis j'aime bien le côté, moi j'aime bien le début des projets. J'aime bien les projets, le lancement des projets, et j'aime bien les mettre les mains dans le cambouis. Donc je me lance un peu des défis, et avec mon associé Amélie, on est un peu comme ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va dire, ok, bon, on va lancer un podcast, et puis on lance un podcast. C'est-à-dire qu'on va tout d'un coup, de nous-mêmes, apprendre à monter un podcast. Voilà. Donc c'est en faisant les choses, c'est en avançant. C'est pas très intellectuel ma façon d'assouvir ma curiosité. C'est en avançant. Et à côté de cette approche, en faisant sur le terrain, en mettant dans les mains dans le cambouis, quelle est, quelle est la dernière formation ou démarche de développement personnel que tu as entreprise? Alors, la formation officielle, la dernière que j'ai fait, c'est sur le co-développement, la facilitation au co-développement. C'est une approche que j'avais déjà pratiquée. J'avais été dans un groupe de co-développement, dans plusieurs groupes de co-développement, sans le savoir, puis en comprenant et en le sachant. Puis j'avais lu beaucoup de choses sur le sujet. J'avais même pratiqué hors formation cette méthode de facilitation. Et j'ai eu besoin d'aller me faire certifier. C'était pas le but d'avoir le diplôme, parce que d'ailleurs je sais même pas où il est et ce que je pourrais en faire, mais de me dire, voilà, j'ai appris des méthodes de gens qui vraiment ont pratiqué cette approche-là depuis des dizaines d'années, et qui l'ont digéré, l'ont vu, ont lu, ont rencontré, ont vu les écueils des autres, ont vu les échecs des autres, ont vu les réussites des autres, et en mode accéléré, grâce à cette formation, je vais pouvoir m'en servir. Donc ça, c'est la dernière formation officielle que j'ai payée. Après, je me suis formée sur, je sais pas, honnêtement, 30 depuis un an, 30 approches différentes. Alors c'était plus long, mais par exemple une approche de créativité. J'avais entendu parler des chapeaux de Bono. J'ai lu un livre, j'ai lu 10 articles, j'ai regardé 4 vidéos, j'ai appelé quelqu'un qui pratiquait, je savais cette mécanique-là dans ses ateliers, pour savoir un peu d'un point de vue pratique qu'est-ce qu'elle avait appris en pratiquant dans le temps. Et j'ai l'impression aujourd'hui d'être en bonne maîtrise de cette technique de créativité des chapeaux de Bono. Et je suis capable de la transmettre à d'autres et de l'apprendre à d'autres pour qu'ils s'en servent. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand j'ai le sentiment que je peux partager mon savoir. J'ai atteint un stade où j'ai digéré suffisamment pour être en mesure d'en parler et de le faire comprendre aux autres.
Donc finalement, j'ai pas besoin de formation. Dans la plupart du temps, c'est vraiment de la pratique collaborative avec d'autres personnes, me frotter au sujet longtemps, prendre un peu de recul pour avancer. Et quel est le prochain sujet que tu as envie de découvrir, de creuser, d'apprendre? Hum, Récemment, j'ai suivi, là, on est en plein confinement et on voit plein d'offres solidaires de personnes qui proposent de faire découvrir leurs approches. Et j'ai une fille que je connais qui m'a fait découvrir la process-com, alors que je connaissais, mais qui a fait redécouvrir ce principe de la process-com. Et je me suis dit que ça valait le coup de creuser parce que ça me paraissait euh, pratique au quotidien, professionnellement et personnellement, et que de toute façon c'était une approche que j'avais intuitivement déjà développée, qui était complémentaire à d'autres formations que j'avais eues dans le passé. Voilà, donc si je pouvais m'intéresser plus près à la processcom, ça serait un des prochains, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres aussi. Tu parlais de ce qui te faisait plaisir, de ce qui te nourrissait, mais qu'est-ce qui te coûte de l'énergie? Euh, Qu'est-ce qui me coûte de l'énergie? C'est une bonne question. Alors, c'est horrible à dire, c'est les autres. Je suis une vraie introvertie, je sais jamais comment dire, introvertie. Euh, je me connais très bien et je sais que les autres, le groupe, me coûte beaucoup d'énergie et en même temps me stimule et me fait vivre et je suis pas du tout une solitaire. Donc ça, je sais que c'est un peu antinomique, mais c'est important que je le sache parce que le fonctionnement en groupe pour moi est très coûteux en énergie. J'ai besoin de temps de respiration et des temps seuls, de décompression seule pour retrouver mon énergie. Euh, Après, la mauvaise foi me sape. La mauvaise foi, le mensonge, le faux me m'annihile complètement. C'est-à-dire que je me rends froid et inopérante. Voilà. Et comment tu en récupères de l'énergie? Comment tu te ressources? Bah, par des temps calmes, par des temps de seul, alors où je fais pas rien, hein, mais où je peux être dans une pièce seule à travailler pendant 1 heure. Ça me ressource pendant longtemps. Euh, une stimulation extérieure positive d'un projet, mais ça peut être tout d'un coup d'aller décider de me lancer dans telle recette de cuisine ou d'aller lire tel livre ou d'aller lire tel article que j'ai mis de côté pour plus tard. Ça me donne l'étincelle pour repartir. Voilà. Merci. On a parlé des projets qui avaient bien fonctionné. Est-ce que tu as le souvenir justement d'un projet ou d'une démarche qui était importante pour toi, qui aurait échoué? Et pour quelles raisons, selon toi? Oui, j'en ai un autre, c'est un énorme projet et ça a été une belle leçon. C'était chez Chanel. Avant d'être chez Hermès, j'étais chez Chanel pendant 4 ans, en charge d'internet, on disait à l'époque. Et j'étais convaincue que Hermès, les parfums et les beautés devaient vendre en ligne et devaient satisfaire leurs clients existants en réachat et leur permettre de pouvoir recevoir les produits qu'ils commandaient sans avoir à se déplacer. Je trouvais que c'était un beau service à leur proposer. Je trouvais que c'était un bon moyen pour Chanel de pouvoir être pertinent et ouvrir dans des nouveaux marchés rapidement. Voilà, j'avais plein de voilà, je trouvais que c'était bien pour la marque pour laquelle je travaillais que de se lancer sur l'e-commerce. Et donc on a lancé un projet. Je les ai convaincus qu'il fallait faire un POC, un proof of concept, et donc un travail en taille réelle, mais échantillonnesque en même temps, et de concevoir ce site e-commerce. Donc
J'ai convaincu les propriétaires de Chanel de me laisser avancer sur le sujet. Et puis on a avancé et en fait on a mené ce projet en mode agile. Là pour le coup avec la vraie méthode agile. C'était en 81, en 2000 quoi, 2005, 6. Donc on était assez tôt à adopter ce mode de fonctionnement avec interpays. On fonctionnait avec les amis des équipes de développement aux États-Unis. Bref, on s'est lancé dans un projet qui devait être un POC en mode agile. On a fini par exploser les budgets, par concevoir un site prêt à être lancé et prêt à être déployé. Voilà, on pouvait le déployer qu'en mode échantillonnesque, mais en fait, il était prêt pour tout faire. Et je me suis vraiment rendu compte que j'avais pas tenu mon engagement, qui était de leur montrer par un échantillon que c'était viable, et que malgré moi, j'avais fait un gros projet et que voilà, donc j'avais mené le projet beaucoup trop loin. J'avais pas été en mesure de le maintenir parce que l'enthousiasme de tout le monde et parce que tout le monde pensait que c'était un projet pertinent. Tout le monde qui travaillait sur le projet pensait que c'était un projet pertinent. Et je me suis un peu laissé emballer dans ce projet-là. Et quand il était prêt à être lancé, en fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu mal vis-à-vis de la direction parce que c'était pas ce que je leur avais proposé. Alors c'était beau, c'était canon, ça respectait tous les codes de la maison et ses valeurs, ça faisait du bien à la maison, mais en tous les cas, c'est pas le projet que j'avais prévendu et que j'avais pas forcément communiqué suffisamment sur ce à quoi ça allait ressembler et l'ampleur que ça avait pris au fil des mois. Voilà, donc c'est un vrai échec parce que j'avais un peu voilà, j'avais pas fourni ce que j'avais annoncé que je devais fournir. Quand tu mènes tes projets, que ce soit de l'interne ou de l'externe, puisque aujourd'hui tu interviens en tant que conseil ou en prestation, quels sont les principaux obstacles que tu rencontres? Comment est-ce que tu les gères? Il y a 2 obstacles que je peux rencontrer, c'est quand on nous demande une mission pour cocher les cases, faire bien, faire comme les autres, et qu'il n'y a pas de vrai sens profond. Ça me gêne beaucoup et c'est un vrai obstacle parce que ça veut dire que le résultat attendu sera pas forcément engageant, pas respecté, pas forcément bénéfique, etc. Et donc dans ce cas-là, le seul moyen, c'est de vraiment prendre le temps de discuter sur les raisons, le sens de notre intervention, et de repartir sur le pourquoi et pas sur le qu'est-ce qu'on attend, quel est le livrable. Et de prendre ce temps-là. Et ça, c'est un obstacle qu'on a quand même régulièrement. Ça a été le cas pour le digital dans le passé, dans le sens, je veux transformer ma société pour qu'elle soit digitale et je veux un site e-commerce, où je veux être sur les réseaux sociaux et je veux 10 millions d'abonnés. Tant qu'on sait pas le pourquoi, ça sert à rien de le faire. Et quand on parle d'atteindre la réussite en s'appuyant sur ses soft skills, pour certains, c'est un buzzword qu'il est bien d'avoir mis dans sa feuille de route annuelle. Mais là, on parle d'humain, d'équipe, de fonctionnement d'équipe, et on peut pas juste engager une équipe dans une démarche intellectuelle, collaborative, de développement, sans que ça ait un vrai sens pour chacun d'entre eux, pour l'équipe, pour la société. Voilà. Donc c'est vraiment remettre en perspective à chaque fois quel va être l'enjeu, les besoins d'intervention, pour que les missions qu'on nous confie aient du sens. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. La deuxième barrière que j'ai aussi souvent beaucoup et que j'ai toujours eu, c'est mon cousin qui bosse dans votre secteur, dans votre domaine, m'a dit que, et donc il faudrait faire comme ça. Donc c'est un peu c'est une question de confiance, c'est-à-dire que les gens font confiance à leur entourage, à leurs cousins experts, à leurs amis qui ont des boîtes qui font un peu comme moi,
Et d'un côté, ils me missionnent moi et ils me font pas complètement confiance. Donc ça, j'ai eu souvent ça le cas. Hein. Je me souviens très bien de dirigeants des sociétés pour lesquelles je travaillais qui me disaient j'ai un copain d'école qui a son agence digitale à New York, qui a fait fortune sur le digital et qui me dit qu'en ce moment il faut vraiment s'intéresser à ça, ou qu'il trouve que notre présence sur tel réseau social laisse à désirer. Bon. Et voilà, c'est des obstacles que j'avais souvent on m'a dit que, alors il faudrait que. Et moi, j'aime bien repartir sur pourquoi, à quoi ça va servir. Oui, est-ce que vu le budget qu'on a, ou vu les moyens que vous me donnez, ou vu le délai imparti, ou vu l'équipe qu'il y a en place, ou vu les antécédents, vu les projets précédents, vu l'état des lieux d'eux, etc. Vu les outils, enfin il y a plein de raisons qu'il faut prendre en compte. Et j'aime bien regarder la vue d'ensemble et ensuite déterminer si c'est une priorité d'agir comme son copain lui a suggéré de le faire. Et voilà, donc ça c'est un deuxième obstacle qu'on a souvent, mais quand on transforme, nos interlocuteurs ont besoin de se rassurer et de se raccrocher à des certitudes et dans ce cas-là vont en parler à des copains pour s'ils prennent une décision qu'ils ne soient pas les seuls à la prendre en fait. Donc ça c'est des vrais obstacles. Et de quoi as-tu besoin de la part de tes clients ou de ta direction pour continuer, pour accélérer? Alors j'ai besoin d'une forme de confiance, ça c'est sûr. À un moment donné, me faire confiance, me laisser opérer dans mon domaine d'expertise avec une prise de risque assumée. Et il y aura des risques, il y aura des échecs. Et ça, voilà. Donc c'est une question de confiance. Et puis une question d'audace aussi de leur part. Que ça soit sur le digital ou sur les soft skills. Et on se le dit au quotidien avec Amélie, on est toujours un peu en avance de phase, quoi. On va chercher à changer des choses qui seront évidentes dans quelques années, mais qui ne le sont pas encore maintenant. Et ça, on en est sûr. Donc il faut une forme d'audace de la part de nos clients, des personnes qui veulent travailler avec nous, parce que ils doivent aussi nous soutenir dans la durée sur des sujets qui n'ont pas forcément une rentabilité immédiate ou visible du premier coup, qui vont coûter de l'argent, qui vont déstabiliser, qui vont pas forcément faire plaisir à tout le monde dans un premier temps. Donc il leur faut du courage, il leur faut une forme d'audace. Et ça, si j'ai pas ça, voilà, on peut pas nous avoir l'audace pour nos clients et pour les équipes. Ça nous permet pas d'avoir les mains suffisamment libres pour opérer en fait si on n'a pas ça. Donc il faut de la confiance et une forme d'audace, je dirais. Et comment tu expliques ta réussite à jouer ces rôles de pivot, de déclic, de transformation? Qu'est-ce qui fait que tu es la bonne personne pour faire ça? Alors, j'ai toujours été convaincue que mon éducation jouait beaucoup, pas mon éducation scolaire, mais mon éducation personnelle. Je suis respectueuse et je crois que ça joue beaucoup. C'est-à-dire que même si j'arrive avec une casquette de Madame Révolution, Madame Changement, Madame Nouveauté, Madame va vous déranger, j'ai un immense respect pour le travail de chacun. Et je suis convaincue que la majorité des gens font de leur mieux pour faire leur travail bien. Et du coup, mon rôle est de les aider à le faire encore mieux et pas à le changer. Et en ayant cet état d'esprit-là, je crois vraiment que ça aide à établir des partenariats et des collaborations enrichissantes dans le temps. On n'a jamais dit de moi, par exemple, que j'avais les dents qui rayaient le parquet et que il fallait faire attention à moi parce que je chopais tout sur son passage. Moi, si je peux m'appuyer sur des ressources expertes avec moi et faire un partenariat
avec des gens qui savent très bien faire et qui ont envie de bouger, tant mieux en fait. C'est comme ça qu'on ira plus vite et plus loin. Donc je crois que ça part du respect, ça part de l'écoute et de la curiosité aussi probablement. Et puis j'ai probablement aussi en moi une forme d'audace qui me fait avancer sur des sujets nouveaux, et puis peut-être une écoute de mon intuition qui me dirige vers les bons sujets au bon moment en fait. Bien, merci pour ce retour d'expérience centré intérêt collectif, impact, changement. Euh, c'est riche. J'ai quelques questions fermées pour toi. Mm-hmm. Trouves-tu que les entreprises pour lesquelles tu travailles en ce moment reconnaissent ton engagement à sa juste valeur? Quand on travaille, quand on est en mode intervention, oui. C'est indéniable. Je pense que parce que les personnes avec lesquelles on travaille nous voient engagés, et de toute façon sont engagés avec nous. On intervient de manière très participative et collaborative avec nos clients, participants, etc. Donc oui, ils le voient, ils le constatent. Ils peuvent pas le nier en fait. Et tes initiatives sont-elles suffisamment soutenues pour avoir l'impact que tu escomptes? J'aimerais toujours aller encore plus loin. Et je pense que non, elles le sont. Enfin, pour répondre à la question, je dirais non, mais de toute façon, j'ai appris qu'il fallait avancer par étapes et qu'il fallait avancer par paliers, et puis montrer des réalisations en cours de route pour aller plus loin. Donc oui, j'aimerais bien tant qu'on me confie ou qu'on nous confie des missions plus grandes d'un coup, plus profondes d'un coup. On les suggère, on essaie de les suggérer, on essaie de les amener. Mais c'est pas grave si elles sont pas, si c'est pas enfin, si c'était pas dès le départ. Et tes actions sont-elles suffisamment valorisées en interne? Alors ça, autant sur le digital, je pense que oui, parce que j'arrivais à faire en sorte que les résultats soient suffisamment visibles pour que chacun ait envie de. Et c'était ça mon critère de réussite à l'époque du digital, c'était que chacun s'empare du sujet et en soit tellement fier qu'il ait envie de le porter, quoi, et qu'il se sente responsable lui-même de l'ensemble de la réussite grâce à ça. Donc à l'époque du digital, oui, ça l'était. Pour les soft skills, ça l'est pas encore, parce que c'est compliqué pour les personnes de dire je suis en train de travailler ma curiosité là, et vraiment ça m'aide beaucoup à bien réussir. Ou je suis en train de en équipe, on améliore notre collaboration. Donc en fait c'est plus compliqué d'en faire de la communication. Et ce qui fait que c'est moins visible. On a une initiative avec Amélie, c'est de faire réaliser à des équipes un podcast interne pour qu'ils puissent se présenter au reste de leur entreprise. Ça, c'est un bon moyen de les faire parler de leurs compétences, de leur fonctionnement interne pour réussir. Mais sans notre input, qui est de les faire mettre en mots et puis mettre en audio leur fonctionnement et leur réussite, c'est compliqué pour eux d'avoir de la visibilité en interne, pardon, et puis de montrer leur fonctionnement. Merci. Est-ce que tu as les 17 objectifs du développement durable en tête de l'ONU ou pas spécialement? Alors, même pas du tout, Ok, pas pour grave, être tout à fait honnête. pas de souci. Aujourd'hui, sur quelle cause au service de l'intérêt général te sens-tu personnellement la plus engagée ou la plus sensible? Euh,
Alors, dans les causes que je défends, la place des femmes dans le monde professionnel, et je pense qu'il y a un vrai sujet encore, malheureusement, de place des femmes, et je parle pas d'égalité, je parle pas de salaire, mais vraiment le fait qu'elles puissent assumer toutes leurs compétences et avoir envie de les mettre en œuvre. J'ai une sensibilité au fait que le monde de demain doit changer pour être durable et être viable, et une forme d'écologie, mais faut pas dire que j'ai une fibre écologiste profonde. J'aime bien quand les choses vont par étapes et par paliers et sont pertinentes et peuvent être changées dans la durée. Donc j'aime bien contribuer à des actions petites mais durables et maintenables dans la durée, et déployables. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme cause? L'entrepreneuriat, c'est peut-être pas une vraie cause sociétale. Voilà. Tu pourras regarder là, les 17 objectifs du développement durable qui ont été fixés et qui sont communiqués via l'ONU dans un objectif de transition écologique et solidaire, et notamment l'objectif numéro 5, c'est l'égalité, la réduction, enfin c'est l'égalité entre les sexes, par exemple. Tant mieux si je participe aussi à ça. Et ton entreprise actuelle, Learning Expedition, avec Amélie, est-ce qu'elle soutient ou est-ce qu'elle est engagée sur une cause en particulier? Les femmes, ça a été depuis le début notre sujet passion, pas forcément notre sujet business, ça c'est sûr. Avec Human Learning Expedition, et on a proposé beaucoup de programmes, de contenus en direction des femmes. On a le dernier en date, ça s'appelait Calme le jeu. C'était un stage de 2 jours en dehors du temps pour pouvoir aider des femmes individuellement et collectivement à retrouver leur rythme, et puis de pouvoir se remettre en maîtrise de leur temps. Donc oui, on a beaucoup opéré comme ça, des programmes sur les femmes. On a fait beaucoup d'ateliers sur l'équilibre vie pro, vie perso, et on avait beaucoup plus de femmes que d'hommes forcément dans ces ateliers-là. Donc et c'était beaucoup d'ateliers pro bono. Donc on a fait beaucoup d'actions envers les femmes. Et en plus de ça, j'ai cofondé une association et un groupe Facebook d'entrepreneuses dans le 16e arrondissement, là où j'habite. Et c'est un groupe de 400 entrepreneuses, alors qui sont entrepreneuses, ça veut dire, ça peut être une pharmacienne, ça peut être une avocate en libéral, ça peut être une artisan, quelqu'un qui a une boutique, etc., mais en fait qui est en charge de son entreprise. Et on a c'est assez actif, une association qui vise à aider ces femmes entrepreneurs à développer leur entreprise avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'attention les unes aux autres, et en même temps un sens du business et de la relation accrue. Donc voilà, donc c'est des actions, c'est des exemples d'actions qu'on mène, que je mène avec Human Learning Expedition et puis avec les entrepreneuses du 16. Merci beaucoup. Pour conclure, est-ce que en une phrase, il y a en ce moment une alerte, une idée, un sujet qui te tient à cœur que tu aimerais communiquer à tes futurs clients, aux dirigeants d'entreprise actuels? Oui, intéressez-vous à vos réunions qui constituent en entreprise trop de temps et qui font que les salariés sont en perte de sens. Et j'ai vraiment la sensation que le sens du travail de chaque minute va devenir un sujet pour l'ensemble des collaborateurs. Le temps est précieux, on s'en est rendu compte pendant cette crise du Covid, la vie est précieuse.
tout peut s'arrêter très vite. Donc le sens de son travail et de sa mission est hyper important et il y a trop de temps perdu en réunion sous prétexte de collaboration dans certains cas. Donc voilà, ça c'est un peu mon message. Alerte aux mauvaises réunions. Eh Voilà. bien, merci beaucoup Perrine pour cet échange généreux, authentique et à bientôt. Merci Perrine, à bientôt. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt que moi à écouter mon invité. L'objectif de ces rencontres est de comprendre comment identifier, recruter, développer et protéger ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Si comme moi, vous êtes convaincu qu'il faut écouter l'alerte de ces canaris et passer à l'action, aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me soumettre des noms de personnes ou à me mettre en relation via mes réseaux sociaux. Vous retrouverez les notes de ces entretiens sur la page LinkedIn dédiée Canary Call. Merci pour votre écoute, à très vite pour une nouvelle rencontre.